Chers lecteurs, bonjour. Le tourisme temporel est un thème assez courant dans la science-fiction. Puisque nous allons célébrer le 11 novembre une nouvelle fois les héros de la Première Guerre mondiale, je vous invite à redécouvrir une nouvelle extraite du recueil Le temps perdu ne l'est pas pour tout le monde, sur ce thème du tourisme temporel, et qui débute durant cette Première Guerre mondiale. Je rappelle juste, en préalable, que ce recueil part du principe qu'il est devenu aisé de voyager dans le temps, les chrononautes étant dotés d'un engin ressemblant vaguement à une vieille montre, baptisée chronokine, pour revenir à leur point de départ. Je vous laisse désormais avec la nouvelle « Le malheur des uns ». Le titre fait bien sûr référence au proverbe « Le malheur des uns fait le bonheur des autres », en l'occurrence des touristes temporaires. Chapitre 1. Cette fois, l'obus n'était pas tombé loin. Le fragile plafond de bois avait failli s'écrouler. Les hommes présents avaient été noyés dans la poussière. Les lignes allemandes n'étaient qu'à quelques dizaines de mètres. La préparation d'artillerie en cours ne pouvait d'ailleurs signifier qu'une chose. L'attaque était imminente. Elle tombait bien d'ailleurs, cette attaque. Tout le monde en avait dû se réfugier dans le petit abri, au milieu de la tranchée, et rester aux aguets, l'arme prête. Du coup, plus personne ne songeait à se poser des questions sur la présence de ce type décidément trop propre pour être honnête. Comment pouvait-il être d'apparence aussi civilisé dans cet environnement boueux? Il était là, dans l'abri, avec les autres. Il avait obéi aux ordres, comme les autres. Il avait placé sa baïonnette au bout de son fusil, comme s'il avait fait ça tous les jours ces 3 dernières années, presque comme tous les autres. Mais quelque chose clochait. Le ciel était bleu. Quelle connerie la guerre! Ils auraient pu tous se dorer au soleil, dans d'autres circonstances. Même si le soleil n'avait pas pu encore sécher toute la gadoue. Le dernier orage ne datait que de quelques heures, et les obus qui retournaient sans cesse le terrain ne facilitaient pas l'écoulement de l'eau vers des mares. Alors, tout restait stagnant, surtout le sang. Le soleil qui commençait à chauffer amplifiait les odeurs, surtout de pourriture, de crasse aussi. Tout d'un coup, Julien, un sergent-chef qui était à côté du type propre, comprit pourquoi quelque chose n'allait pas. Que ces types soient propres, sans gadou, bon, admettons. Ils venaient de l'arrière, en renfort, après les pertes importantes des derniers jours. Mais même dans les réserves, personne ne perdait son temps à se parfumer comme dans un salon. Et ce type sentait quelque chose d'extraordinairement subtil. Ce n'était même pas une quelconque haute Cologne à la lavande. « Dis-moi, comment tu t'appelles déjà ?» lui demanda Julien. « Moi, sergent ?» répondit-il. « Oui, toi. »« Marcus, sergent. »« Marcus ? Mais tu sors d'où avec un nom pareil et ton accent des beaux quartiers ?» Marcus n'eut pas le temps de répondre. Les cris avaient été lancés. Ils franchirent en un clin d'œil la faible distance qui les séparait de la tranchée française. Les fusils tirèrent en désordre des deux côtés. Les morts se multipliaient. Quelques blessés se traînaient un peu à l'écart avant d'être touchés de nouveau. Pas un n'allait survivre. Marcus le savait. Il avait bien étudié les archives militaires. Il tua 2 Allemands, puis se cacha derrière un poteau. Là, il décida de prendre sa montre. Julien n'en crut pas ses yeux. Ce type avait une montre à gousser dans une tranchée et il ne trouvait rien de mieux que de regarder l'heure en pleine attaque. Pas de doute, c'était un traître qui voulait coordonner une trahison avec un élément de l'attaque. Mais ce court instant de distraction lui fut fatal. Un soldat allemand ajusta son fusil et lui tira une balle en plein front. Chapitre 2. Elle marchait dans la rue, oubliant un instant la guerre grâce au ciel bleu. Après tout, très peu de bombes étaient tombées ici, moins d'une douzaine en 3 ans. Les B-29 américains passaient souvent au-dessus de la ville, mais c'était en général pour détruire d'autres objectifs, bien plus loin. Il y avait d'ailleurs encore eu une courte alerte, le matin même, vers 7 heures. Un bombardier était passé et était reparti, sans lâcher la moindre bombe. Sans doute avait-il connu un incident technique. Depuis quelques mois, elle aurait presque pu croire que la ville faisait peur aux puissants B-29, tant il s'évertuait à l'éviter. Tout d'un coup, elle s'arrêta, tétanisée. Elle venait de voir un occidental qui se cachait derrière une maison, dans une ruelle qu'elle avait empruntée pour revenir chez elle. Il avait vu qu'elle l'avait remarqué. Ils étaient seuls. Personne ne s'était aventuré dans cet endroit. Crier ne servirait à rien. Sans doute était-il un pilote d'un avion abattu ayant réussi à sauter en parachute. Sans doute avait-il une arme. Et que pourrait faire une faible femme japonaise contre un occidental assoiffé de sang? Il lui ferait sans doute mourir, mais avec honneur, sans un cri.
Elle ne pourrait pas même fuir. La ruelle était droite durant plusieurs dizaines de mètres. Ses chaussures ne lui permettaient pas de courir. Il l'aurait rejointe et tuée avant qu'elle ait pu atteindre la grande rue. Il regarda autour de lui, vérifiant qu'ils étaient seuls, et se dirigea doucement vers elle. Il souriait et gardait les mains ouvertes. Il n'avait pas d'arme. Elle était estomaquée. Que voulait-il? Se rendre? Il est bientôt 8h14. Vous devriez vous mettre à l'abri, dit-il en japonais. Elle resta bouche bée. Elle continua de l'observer en silence alors qu'il se plaçait le dos contre un mur solide qui protégeait une grande propriété. Puis, il sortit une montre et se mit à la regarder nerveusement. Était-il devenu fou? Il sortit d'une poche de son curieux vêtement argenté, à peine dissimulé par une sorte de grand poncho noir, une cagoule brillante et la mit sur sa tête. On ne voyait plus son visage. Tout juste devinait-on ses yeux derrière un verre fumé. Il mit des gants, prenant bien la précaution de garder sa montre toujours sous les yeux, un doigt sans arrêt posé sur le remontoir. Un instant, elle fut distraite de son étonnement par les sirènes d'une nouvelle alerte. Des bombardiers qui passaient, sans aucun doute. Il y eut un bruit terrible qui succédait à une lumière aveuglante. Une tempête de feu s'était levée. Elle se sentit brûler. Tout s'écroulait autour d'elle. Seul le mur où s'appuyait l'occidental tenait bon dans tout le quartier. Il était trop solide, même pour cette terrible tempête, ce feu de dragon. Elle mourut en respectant la règle qu'elle s'était imposée, sans un bruit. Il ne restait d'elle qu'une ombre blanche sur le sol calciné. Il décida qu'il valait mieux en rester là, et il appuyait sur le remontoir de sa montre avant qu'elle cesse et ne fût plus utilisable. Le mur était toujours là. Il le serait encore plusieurs années plus tard. Il serait d'ailleurs souvent photographié, tant sa persistance étonnera. Lui n'avait pas été détruit. Chapitre 3. Dans le salon, tous étaient assis sur de beaux fauteuils en cuir. Ils étaient en parfaite harmonie avec cet intérieur de grande bourgeoisie. Sur une table basse, des verres de cognac entouraient une bouteille du même breuvage sur laquelle on voyait une date, 1900, avec la mention « Cuvée spéciale du XXe siècle ». Au signal du maître de maison, chacun porta un toast et se mit à déguster le contenu de son verre. « Alors, comment trouvez-vous ce cognac » demanda à la cantonade l'hôte, un homme entre deux âges, mais déjà d'assez forte corpulence. « Il n'a pas vieilli, dit comme déçu une jeune femme assez séduisante dont la jupe courte donnait quelques idées aux hommes présents. « Bien sûr, en provenance directe du bar du Titanic. C'était un jeune cognac et il le reste donc. J'avais une autorisation pour la ramener. Comme tout a coulé, les services de sécurité ont estimé qu'il n'y avait aucun danger particulier. »« Il est très bon tout de même, » le complimenta Marcus. « Et vous, mon cher Marcus, où avez-vous été finalement ?»« J'ai fait 2 voyages dont je dois admettre n'avoir rien rapporté. Un bref séjour dans une tranchée française durant la guerre de 14-18 et un encore plus bref au matin de 6 août 45 à Hiroshima. »« Pas mal, question émotion forte, » dit un autre. « Tout cela n'aura qu'un temps. Il vaut mieux en profiter pendant que c'est possible. Je pense que sous peu nous ne pourrons plus faire de tels voyages, soupira Marcus. Auriez-vous été dans l'avenir pour faire de telles prédictions, sourit l'autre. Non, bien sûr. Vous savez que c'est techniquement impossible. On reste accroché à son époque et on ne peut pas monter autrement que pour y revenir, très exactement au moment de son départ. D'ailleurs, avant mon premier voyage, j'avais du mal à croire à la réalité du phénomène puisque le voyageur ne disparaît pas. Il part et revient au même endroit, au même instant. Seule sa position a changé, comme instantanément, la main toujours crispée sur le chronokin, en général dissimulée sous la forme d'une montre. Alors où est le problème ? Vous savez que déjà il est devenu pratiquement impossible d'aller dans l'Antiquité égyptienne. Bethléem et Jérusalem sont interdits sur un siècle, au début de l'ère chrétienne et quelques dizaines d'années avant. Il en est de même de l'Arabie du 7e siècle. Et les zones interdites se multiplient chaque jour. Je vois ce que vous voulez dire. On ne peut pas prendre le risque d'avoir plus de touristes que d'autochtones à un moment donné, surtout si ce moment est historique. Et il y a bien plus de morts ou de futurs vivants que de vivants à un moment donné. Le problème est là. Nous sommes trop nombreux par rapport à ceux que nous voulons visiter, sans modifier en rien notre propre passé. Alors trinquons une fois encore à nos beaux voyages. Bientôt, alors, nous serons réduits à revenir aux bonnes vieilles méthodes. Les jeux de simulation. Fini les vraies émotions fortes, soupira le maître de maison, esquissant un sourire de regret. Tous burent de ce cognac,
qui avait été destiné aux riches passagers du Titanic pour sa croisière inaugurale.